Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un live DeFi, le dernier de la saison. Donc, comme je vous disais sur Twitter, je vais faire une petite pause, profiter un peu, je sais pas, prendre mes vacances un peu moi aussi. C'est surtout pas mal de mal à équilibrer un peu les activités ces derniers temps. Donc ça va m'aider un peu à retrouver un rythme, je pense, un peu plus sain, peut-être équilibré. Parce que soyons honnêtes, on est tous un peu. Enfin, je sais pas, moi c'est le sentiment que j'ai qu'on est tous un peu. Voilà quoi. On a pris un an de DeFi bien rempli dans la tronche. C'est bien de savoir prendre du temps pour soi aussi à un moment donné. Mais donc, assez pour le 36-15 My Life. On y reviendra après si ça vous parle. Mais ce soir, je vous propose de parler de deux primitives. Et si vous me connaissez bien et que vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'emploie pas ce mot à la légère du tout. Donc, a priori, vous devriez avoir votre attention. Hop, on va le dire comme ça. Et deux projets assez excitants, vraiment. Mais comme d'habitude, en fait, si vous voulez, j'emploie le terme de primitif parce que, on va le mettre comme ça, je suis convaincu que les concepts derrière ces deux projets vont amener à quelque chose d'intéressant, pertinent, voilà, de quelque chose qui va ajouter à l'espace, disons, d'ici les 6-12 prochains mois. Que ce soit ces protocoles-là ou d'autres, ça, j'en sais rien, si j'ai pas de boule de cristal. Mais du coup, comme d'hab, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont pertinents et qu'est-ce que ça peut donner. Et donc, c'est Gearbox, qui est un crédit, un compte de crédit, on pourrait traduire ça en français, mais on va rentrer dans le détail, c'est un peu, ça ne dit pas grand-chose, le compte de crédit. Et de l'autre côté, Agoracity, qui est un système plus, en gros, à la frontière entre identité et réputation, disons. Il y a un peu des deux, mais voilà, bon, c'est des thématiques qu'on a déjà pas mal abordées sur la chaîne. Et vous allez voir que tout ça, ça se connecte assez bien aussi avec d'autres trucs comme les discussions qu'on a pu avoir sur POH ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est le menu pour aujourd'hui. Et après ça, je vous propose de prendre un format un peu plus ouvert. Je vais prendre vos questions. Si vous avez même je sais pas, des news qui sont passées cette semaine que vous voulez discuter, vous pourrez partager. Voilà, on va faire un petit truc un peu tranquille avant les vacances. Donc, commençons par la DeFi dure, disons. Côté Gearbox, on a quelque chose de vraiment intéressant, dans le sens où ça résout. En fait, pour vous donner un truc, c'est une des questions que je reçois le plus de tous les temps depuis que je fais mon activité. Ça, c'est du gros alpha. Hein. C'est des gars qui comprennent la DeFi, ils sont curieux. Généralement, c'est des longs messages. Voilà, ils ont trouvé un intérêt pour différentes raisons, mais ils ont raisonné avec quelque chose. Mais ce qui les bloque, c'est que ils voient dans la DeFi un mécanisme pour amplifier les possibilités des gens qui ont déjà du capital, mais ils ne voient pas encore comment quelqu'un qui a peu de capital arrive à amplifier son peu de capital pour faire des grandes choses, disons, jusqu'à avoir beaucoup de capital lui-même et après, voilà, faire ce qu'il veut. Et donc cette partie-là, c'est souvent le point par rapport au... typiquement, donc pour revenir à un truc plus terre à terre, ils vont vous l'exprimer du genre... Oui, mais en fait, tu peux pas. Il faut mettre quasiment le capital. Il faut mettre plus de capital pour emprunter que ce que tu peux emprunter. Donc, c'est vraiment juste un truc pour voilà faire fructifier du capital, tout ça. Mais tu peux pas faire du levier comme tu peux le faire dans le monde réel. Ou concrètement, dans le monde réel, en fait, tu peux leverager ta réputation, ta personne physique avec un prêt. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça marche. Quand tu vas voir la banque pour emprunter 10 000 balles et que tu mets zéro capital en face, c'est ton capital, c'est toi. C'est parce que tu es telle personne qui gagne tant, et ainsi de suite, et que la banque a un système légal pour venir te taper tes thunes si tu payes pas. Et donc, la question à 100 000 dollars, généralement, c'est comment tu fais du prêt en DeFi, donc avec toutes les logiques qu'on connaît, idéalement le plus accessible possible, transparent, on-chain, permissionless, composable, et malgré tout, tu arrives à offrir des taux qui sont en gros en dessous du 1,1. Donc en gros, il y a moins de collatéral mis que de valeur empruntée. Et ça, c'est donc le under-collateralized lending. Et c'est un peu la frontière, disons, pour la DeFi. En tout cas, c'est une frontière depuis 2 ans, en fait. Que je pense, au début, on pensait qu'on allait la franchir beaucoup plus facilement. Et en fait, si on est honnête, à l'heure d'aujourd'hui, on l'a pas vraiment franchi. Et justement,
avec un truc comme Gearbox, on a enfin potentiellement une solution technique pour la franchir. Donc voilà l'intro sur pourquoi ce truc m'a intéressé. Et on va aller un peu plus dans le détail. Donc concrètement, pour l'instant, si vous voulez faire joujou avec, vous pouvez sur le testnet. Je vais vous mettre le site. Et ça arrive, c'est pas encore dispo en mainnet. Il y a eu le déploiement des contrats et le lancement il y a un jour ou deux pour la gouvernance. Mais c'est pas encore possible d'utiliser le service tel quel de Leverage sur le mainnet. Et en fait, l'idée principale, c'est que ça séquestre toute l'activité de chaque personne, si vous voulez, dans ce qu'ils appellent un credit account. C'est-à-dire que plutôt que d'opérer dans une logique de pool, comme il y a sur AV, où au final tout le monde est traité pareil sur AV, puisque voilà, vous interagissez avec la pool, et c'est le taux de la pool, quoi. C'est les conditions de la pool, l'égalité de la pool, basta. Et bien là, l'idée, c'est qu'en gros, il y a un contrat qui correspond au compte de l'utilisateur, si vous voulez, de ce service, donc celui qui va chercher du levier. Et tout va se passer dans son contrat. Les fonds ne quittent pas le contrat. C'est ça le truc essentiel à comprendre. Et pourquoi ça, c'est malin? Parce que si les fonds ne quittent pas le contrat, alors les fonds sont soumis aux règles du contrat, règles qui peuvent être tout ce que vous voulez. Et notamment, une première règle de prudence, waitlist. Tu peux faire des trucs en DeFi, mais tu peux pas aller macaquer sur la dernière ferme qui vient de sortir hier et qui n'est pas auditée. Non, tu peux aller LP sur Uniswap, LP sur Sushi, LP sur Curve, utiliser Convex, utiliser machin, mais tu peux pas non plus faire de la nawakri, quoi. Premier truc qui permet d'assurer que, malgré le fait qu'on a une certaine permissivité dans le système, il n'y ait pas non plus un truc qui va vite sauter et partir dans tous les sens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, parce que en fait, tout est contenu dans le contrat, et à partir de là, vous pouvez... chaque contrat peut être fait un peu sur mesure, c'est-à-dire avec certaines conditions et certaines plateformes envisagées, permises dans ce contrat, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée de, comme ils disent, leverage as a service. Qu'en gros, vous allez pouvoir emprunter contre une pool, toujours. C'est vrai que oui, j'ai oublié cette partie-là, pardon. Il y a toujours donc deux composants dans le système. D'un côté, vous avez une logique de pool à la AV, qui va servir de source de fonds pour les emprunteurs. Donc typiquement, vous avez du DAI, vous ne savez pas quoi en faire, vous allez les poser là-bas, ils vous donnent 10 000 Gear DAI pour reconnaître votre dépôt, et maintenant, vos DAI, ils peuvent être disponibles pour ces leverage dans certaines conditions. Et donc de l'autre côté, les traders qui, eux, ont déployé un compte ou en ont acheté un ou en transféré, a priori ça va être possible aussi, et qui du coup peuvent utiliser cette liquidité dans les conditions permises par le contrat. Donc vous voyez un truc extrêmement flexible au final, qui je pense peut aller assez loin. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment dans cette idée de... si on fait un petit saut, j'ai envie de dire, ça va presque même dans la logique dont on avait parlé du Crucible d'Alchemist, un peu sur cette chaîne par exemple. Alors eux, ils ne poussent pas du tout la logique aussi loin, mais dans l'idée d'utiliser... L'utilisateur déploie un NFT ou un contrat, qu'importe, et les fonds sont là-dedans, et après tu fais des choses depuis ça. Là, je pense qu'il y a quelque chose dans ce chemin-là qui offre beaucoup d'options, et notamment là, appliqué concrètement à permettre de faire du leverage sous-collatéralisé, mais en même temps avoir un protocole qui, a priori, aura des garanties et va pas défaulter en 3 jours parce que les gens auront fait n'importe quoi et ils ne repéreront pas et il n'y a pas de manière de récupérer leur thune, quoi. Donc voilà, il faut voir ce que ça va donner quand ça va tourner, bien sûr. Et un des enjeux principaux sur ce protocole, c'est aussi les liquidations qui sont externes, donc avec des incentives et tout ça. Mais donc c'est vraiment un peu à la pratique qu'on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses assez pertinentes. Et point aussi assez cool et notable. Hop. Attendez, ouais, plusieurs choses déjà. Donc déjà, ils ont un petit thread. Si ça vous a intéressé, allez voir ça. C'est super clair. Ce petit thread ici. En gros, je vous ai fait les 5 premiers messages du thread en récap, disons. Et le reste, c'est plus de détails sur le protocole. Ça va un peu plus loin que mon explication assez haut niveau. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais un autre truc qui est intéressant, c'est comment ils ont lancé, en fait.
Parce que, comme je vous le disais, donc, il y a ce credit account, c'est un contrat qu'il faut déployer. Et c'est un fat contrat, parce il a plein de composants. Donc ils avaient besoin qu'il y ait des gens intéressés dans le service, donc ceux qui allaient utiliser potentiellement le leverage, déploient ces contrats. Et en fait, ils ont lancé le mécanisme où au début, ils ont décrit leur système, et c'était il y a quelques jours. Et vous pouviez donc déployer le contrat, et ont été octroyés aussi des tokens gear à ceux qui ont déployé le contrat. Ça coûtait à peu près un quart d'Ether, pour vous donner une idée, à déployer, sur une cinquantaine, soixantaine de Gwei. Quelque chose comme ça. Du coup, ce token est non transférable, juste claimé par les gens qui ont déployé leur credit account. Mais ils ont lancé leur gouvernance, et donc les premiers votes, il y a eu 5 proposals. On va aller faire un petit tour si vous voulez, pour avoir une idée plus précise de ce qui se passe, maintenant que on aime bien aller voir côté gouvernance. Et le mécanisme était vraiment intéressant. Donc ils ont en gros, est-ce que ça, je vais vous le retrouver sur leur Twitter, je pense, mais en gros, ils ont établi une liste de 55 000 comptes, je crois, basés sur... adresses, pardon. Basés sur des filtres, quoi. Des gars qui ont participé dans des différentes gouvernances, qui ont utilisé VE ou des choses comme ça. Et... voilà, vous avez les statistiques. C'est plus cher que ce que je vous disais encore, je suis désolé. 0,35 Ether par account en moyenne. Il y a eu 7,3 millions de dollars de gaz brûlés sur les déploiements des 5000 credit accounts de Gearbox. Donc vous imaginez en gros ce qu'ils ont demandé à leurs utilisateurs, c'est quand même assez conséquent. Coucou vient dépenser 1000 balles avec moi et pour l'instant tu pourras rien faire de tout ça. Mais au final, ça a bien pris parce qu'ils ont bien ciblé initialement donc, cette première liste de 55 000 et après ils ont limité à 5 000 pour créer un peu une petite FOMO de ceux qui en gros raisonnaient plus avec le système et donc avaient envie d'y être au début pour avoir leur gear et pour pouvoir potentiellement voter dans cette gouvernance et prendre part à où elle va, quoi. Donc oui, ils ont... J'ai pas trop eu le temps de suivre côté proposal, mais on peut faire un petit tour rapidement si vous voulez. Alors, elle est où leur gov? Ils ont déjà un gov form? Yes. Et, d'accord, ça part déjà bien. Vous voyez, donc déjà, dès le début, là, ils sont en train de mettre les trucs de base, les multicycles, les différents standards. Mais dès le début, ça part avec une application communautaire assez forte, donc j'aime bien cette approche. Donc, ouais, je pense que pour Gearbox, c'est pas mal à suivre. Moi, personnellement, je vais déployer aussi pour voir ce que ça donnait, et pour la science, bien sûr, vous me connaissez maintenant. Et du coup, je vais suivre, je vais voir. Je sais pas forcément si je vais probablement utiliser, au moins pour tester aussi pour la science. Mais je pense qu'il y aura clairement des choses à faire avec. Mais voilà, j'ai encore un peu du mal à me projeter, disons, pour l'instant avec l'outil. Mais ça va sans doute venir. Et donc, parlons un peu maintenant d'autre sujet, mais tout aussi intéressant. On va aller côté Agora. Ouais, juste au cas où, aussi comme d'hab, la doc, vous la trouverez sur le site, mais allez, je vous la mets. Juste sympa. Avant de passer sur Agora, pour Gearbox. Hop. Donc côté Agora. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer en premier sur Agora? Sinon, il n'y avait pas de petit graphique. Donc Agora, déjà, pourquoi ça a pop sur mon radar, disons, et un peu éveillé mes spidey senses, comme dirait les ricains. Parce qu'on est sur un projet, donc réputation identité, ça c'est un. Donc vous savez que je surveille assez attentivement cet angle-là, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais que la plupart des projets ont des approches, j'ai envie de dire, très faibles. Et qu'en fait, il y a assez peu de projets vraiment pertinents là-dessus. Donc du coup, quand il y a des approches innovantes et qui sont généralement en fait à la croisée, j'ai envie de dire, d'une innovation technique, mais aussi en même temps de comprendre comment l'implémenter dans un contexte social / communautaire réel. Et ça, c'est pas évident à faire, quoi, parce que faut un peu des deux. Et typiquement, par exemple, pour finir cette petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'un projet comme Sysmo m'intéresse. On en a pas mal parlé sur DeFi France, mais voilà, vous allez le retrouver au cas où.
Il y a pas mal de gens dans DeFi France qui ont pas mal apprécié Sysmo aussi, parce que justement, bah, c'est exactement ça, c'est cette idée de nouvelle primitive technique, enfin pas tellement nouvelle, on la connaît depuis un petit bout de temps, mais qui arrive à un niveau de maturité qu'on peut exploiter en production, blablabla, qui est les ZK-proof, mais utilisé concrètement pour résoudre un problème privacy et potentiellement d'autres choses aussi, côté communauté et NFT. Donc voilà, une approche pertinente sur ce côté-là, mais là on va parler de Agora. Agora qui est pas exactement dans la même dimension. Donc la base pour comprendre Agora, c'est de partir d'un projet absolument honteux et dégueulasse qui s'appelle BitCloud, mais qui vous donnera une idée un peu de qu'est-ce qu'était un peu... En fait, c'est un peu une tentative massacrée, disons, BitCloud, de faire ce que Agora maintenant essaie de faire décemment. Massacré, on va pas rentrer dans le détail, mais parce que ça a été en gros un front-run organisé de gros influenceurs pour qu'ils dumpent sur la communauté, à tel point qu'ils sont en train de faire un rebrand pour faire oublier leur horreur. Mais ça a montré quand même à quel point il y avait une demande et une attente pour ce genre de projet. Et c'est vrai au final, c'est-à-dire que bon, on est tous encore sur notre petit Twitter, ça c'est un problème, le support, mais le problème c'est aussi les logiques inhérentes à tout ça. Et en gros, construire des systèmes de réputation qui vont dépasser la logique du follower qui est implémenté pareil partout en soi. C'est-à-dire que ça soit sur Twitter, sur YouTube, sur machin, c'est les mêmes logiques partout, c'est les mêmes mécanismes qui vont faire que des contenus émergent ou pas. Enfin, pas exactement les mêmes, mais vous avez compris, les logiques de filtrage sont similaires. Et donc, on aboutit à des résultats similaires. Et donc, moi, je pense qu'il y a tout un design space, une potentialité pour faire des protocoles qui explorent justement d'assumer une forme de filtration différente. Mais bon, voilà, alors, encore une autre parenthèse, pardon, je vais essayer de plus on point. Mais donc sur Agora, ça part d'un passeport. Un passeport qui est un peu comme le DeFi Passport, que vous allez claim, qui est un NFT, et qui vous donne déjà une forme d'identité. C'est la première jambe. Parce que je disais identité et réputation. Et en fait, la deuxième jambe, réputation, elle vient du fait qu'ils vont regarder le Twitter, concrètement, et ils vont essayer de faire une mesure de l'influence via... ils n'ont pas inventé la roue, il y a d'autres mécanismes qui existaient avant pour faire ça, les rankings de OneHive ou des choses comme ça. Et donc, ils attribuent aussi un jeton, une currency, le AGR, en fonction de ce score. Donc, en soi, si vous voulez, tout le monde est dans l'Agora, et tout le monde a un passeport. Le NFT, il est communiste, mais le ERC20, il est capitaliste, on pourrait dire, dans le sens où, par contre, le ERC20, il est distribué en fonction de l'influence mesurée de chaque personne. Alors après, si vous posez la question de ok, d'accord, mais c'est qui, qu'est-ce qui sort, allez voir le tableau, c'est très intéressant. Ça, c'est le registre des citoyens de l'Agora, en fait. Donc tous ceux qui ont claimé leur passeport. Et donc sans surprise, on trouve Vitalik en haut. Donc ça veut dire qu'a priori, leur système, il n'est pas trop dégueulasse. Donc il est dans le tiers de plus grosse allocation. Et vous voyez aussi... voilà, d'autres figures bien connues du monde d'Ethereum, Austin Griffiths, Evan Van Ness, et ainsi de suite. Donc, a priori, Samsung, et ainsi. Donc, a priori, ça a l'air de marcher pas trop mal. En termes de juste... voilà, cette mesure de l'influence. Je vous partage aussi le tableau, parce que... du coup, vous avez les comptes Twitter. Donc, si vous vous posez des questions sur quel compte Twitter follow, ça peut aussi être un bon endroit pour trouver des bonnes sources. Parce que là, au moins, vous avez une forme de classification, j'ai envie de dire. Et donc, oui, moi aussi, je me suis retrouvé dedans. Hop. Quelque part. Pourquoi ça me fait du son ? Vous pouvez chercher. Si vous voulez voir, vous allez... Attendez, hop. Ici, on doit pouvoir trouver. Voilà, ici. Et donc, vous pouvez voir chaque citoyen de l'Agora. Donc, vous me retrouvez avec mon username et du coup, l'allocation. Et comme ça vous donne aussi une idée de... Vous pouvez faire ça avec d'autres personnes de la communauté. Vous pouvez voir aussi, du coup, qui est dedans ou pas. Mais donc, voilà, tout ça en transparence, bien sûr. Mais l'idée, c'est plus, encore une fois, penser à qu'est-ce qui peut être fait avec ça, quoi. Vous avez donc une sorte de passeport citoyen qui est associé à une monnaie, donc, de cet environnement-là,
distribué en fonction de l'influence. C'est des bonnes briques de base pour après envisager d'autres choses. Et c'est plus au niveau de qu'est-ce qui va être fait au-dessus et avec que ça va être intéressant, je pense. Hum, Et alors, si vous voulez aller plus loin, il y a dans les inspirations ici de ce poste de Vitalik. Et c'est assez intéressant à lire si vous avez le temps. Bon, là, c'est pas toujours évident, c'est en anglais. Mais voilà, ça réfléchit un peu à voilà, réorganiser un peu cet échange communautaire avec des logiques crypto-natives. Et donc, évidemment, ça me parle. Euh, je vous ai mis le lien d'Agora, du coup, ou pas? Non, je sais même pas, suite, pardon. Bon, c'est agora.city, c'est assez facile à trouver. Ici. Donc, ouais, et oui, pardon, bien sûr, j'oublie une partie aussi. Donc, le passeport, il vous donne accès à des choses. Pour l'instant, à un Discord. Mais après, il peut aussi être. Il y a un peu un penchant un peu POH, là, j'ai envie de dire. Il peut être utilisé de manière à vérifier. Le combo des deux peut permettre à un projet de faire une forme de filtrage. Par exemple, un projet qui veut des humains pour faire quelque chose X ou Y peut dire ah ben moi j'accepte les gens qui sont je sais pas, Proof of Humanity Verified, ça c'est le plus sévère, disons, mais aussi les Agoracity, donc les gars qui ont un passeport et qui ont, je sais pas, ils fixent un chiffre qui leur correspond, qui leur va par rapport à ce qu'ils cherchent en AGR claimé. Et comme ça leur fait une méthode de filtration aussi assez pertinente. Donc à voir qu'est-ce qui va pouvoir se faire avec ça. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de suivre ce qui s'y passe. Et voilà, c'est à peu près tout pour les petites présentations du jour. Disons, j'ai pas autant le temps d'aller faire de l'excavation qu'avant. Je suis un peu moins fermier et un peu plus politicien, on va le dire comme ça, dernièrement. Mais en tout cas, je suis content d'avoir trouvé ces deux-là. Je suis content qu'ils arrivent aussi, parce que ça fait plaisir de voir que ça bouge sur cet espace-là. Et surtout côté gestion de l'identité, je pense ouais, il y a plein de choses à faire. Et, et du coup, c'est sympa de voir que ça se chauffe. Du coup, voilà, je vous propose maintenant qu'on passe sur un truc plus tranquille, plus ouvert. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et une autre petite idée, concept qu'on va tester ensemble. J'avais un peu fait spontanément la dernière fois en live. Mais si vous avez pareil des trucs qui sont sortis cette semaine, des updates, des protocoles, des threads, que vous voulez qu'on regarde ensemble, à la rigueur, pourquoi pas. Et le dernier petit point, juste par rapport à la chaîne et à ce que je fais en général. Donc déjà, merci de me soutenir et d'être là, ça fait toujours plaisir. Et c'est cool de voir qu'il y a maintenant un petit cœur bien investi de gens qui sont quand même très bien informés. Je suis assez fier, disons, de mon audience à ce niveau-là. Et donc je pense que vous avez compris l'esprit de la chaîne, mais voilà, j'essaie de proposer quand même quelque chose d'assez unique. Ici, il n'y a pas de TA, il n'y a pas de shield. Moi, on ne m'achète pas et on ne me fait pas fermer ma gueule sous aucune condition. La ligne est assez claire et je pense que ça se voit de manière assez évidente de toute manière maintenant qui navigue dans quelles eaux. Il suffit juste de regarder de quel projet il parle, mais il y a certains projets qui sont maintenant des red flags qui vous donnent une idée un peu de voilà, l'accessibilité de la personne qui parle. C'est les trucs que vous voyez un peu partout, vous les connaissez bien. Mais donc concrètement, si cette approche, elle vous parle, c'est vrai que moi, je suis pas très bon à faire ce petit jeu-là, disons, du youtubeur et tout ça. Mais vous le savez bien, bah, si ça vous parle, il suffit d'en parler autour de vous. Plus concrètement, et il y en a déjà parmi vous qui le font, et ça c'est très cool, ça fait plaisir à voir, des trucs, par exemple le fameux phagocyter l'algorithme. Ah, ça me fait mal de dire ça. Mais des trucs du genre, je vois des gens qui mettent des comments sur YouTube parfois, des trucs du genre, j'ai déjà vu le live en direct, mais je mets un comment pour te soutenir, merci. Voilà, des trucs que vous pouvez faire comme ça quand vous avez une minute. Les petits likes, les follow, les conneries comme ça partout. Hein, ça me fait mal de demander ça, mais voilà, je le fais une fois et comme ça c'est réglé. Mais donc voilà, déjà rien que ça fait la différence. Puis sinon, n'hésitez pas à venir me parler aussi. Hein. Moi, j'aime bien entendre vos histoires. J'aime bien voilà, les petits messages qui me disent que ce que je fais vous a apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est toujours une bonne manière de commencer la journée, disons. Donc voilà, parlez-en sur vos canaux, parlez-en à vos petits camarades. Et
puis on continuera comme ça probablement l'année prochaine. Euh, mais c'est à peu près l'approche, quoi. Moi, je suis assez content de ce qui se passe cette année. Disons que j'ai j'ai eu quelques doutes à un moment donné, après m'être pris une bonne petite vague de haine dans la tronche, on va le dire comme ça. Euh, mais bon, voilà, maintenant, je pense que j'ai appris de ça. Et ça me conforte d'une certaine manière dans ma ligne, dans mon approche. Et dans le fait que c'est important qu'il y ait une approche comme ça qui soit expérimentée, développée et proposée aux gens en France. Alors, merci les gars, ça fait plaisir. Alors, on a plein de petits trucs, on va prendre tranquillement. Les Layer 3, waouh, t'es dans le futur toi ou bien... Enfin, ça dépend qu'est-ce que tu vois de Layer 3. Donc, Nice Token, on va remonter en haut. Nice Token qui nous parlait de différence entre Agora et Sysmo. Ben, on est vraiment pas sur... enfin, si tu veux, on est sur des projets qui attaquent un peu le même espace, mais pas du tout la même chose concrètement, quoi. Agora, c'est un outil identité et réputation. C'est vraiment... Ce qui est intéressant avec Agora, c'est la croisée des deux, tu vois. Tout le monde a un passeport et et il y a le système de réputation qui va avec. Et c'est vraiment la conjonction des deux qui te donne des choses pertinentes, intéressantes à faire avec Agora. Côté Sysmo, la clé du truc, c'est la preuve. Preuve on-chain dissociée de l'adresse qui a fait la chose. Donc concrètement, Sysmo, ça va être un outil. Par exemple, tu veux assembler une DAO de gars qui sont impliqués dans VE-CRV depuis plus de 6 mois et qui ont au minimum X dollars dedans et autres critères que tu peux vérifier on-chain. Et ben, tu peux facilement créer ça avec un système comme Sysmo où tu vas permettre aux gens de minter cette preuve avec n'importe quelle adresse. Mais après, du coup, ils peuvent la vérifier sur une identité publique, mais sans avoir doxé le wallet original d'où provient la preuve. Donc, tu vois, ça a énormément d'intérêt pour toutes ces interactions-là, disons, sociales et DeFi, qui, je pense, jusqu'à présent, ont été un peu retenues par ce problème de privacy, parce que voilà, que ça serait super cool de faire des choses pour les gars qui sont LP depuis 6 mois et de leur donner plus de place dans la gouvernance et tout ça. Mais est-ce qu'ils ont tous envie de doxer leur bac de LP? Tu vois, c'est des questions très concrètes au final. Alors, je regarde du coup d'autres questions. Bootloo qui parle de Layer 3, API permettant des interchains. Bon, bah écoute, je suis à la ramasse là-dessus, donc bah, voilà. On va... Je pense qu'on n'y est pas encore, hein. Alors, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre. Du coup, merci pour vos messages de soutien, ça fait plaisir. Alors, France qui nous dit Brice, si on veut être maxi crypto décentralisé sans compte bancaire, tu verrais les choses comment? Bah, honnêtement, cette année, je trouve que ça a fait, pour les Européens, ça a fait un bond en avant monstrueux à ce niveau-là. Notamment grâce à notre ami Jean Brasse et la Pool Foire et d'autres trucs qui vont avec. Donc, va voir de ce côté-là si t'as pas vu ce live-là, France Sum, mais notamment dans l'idée que bah, tu peux avoir tes stables euros sur une chaîne pas chère, farmer avec, faire des trucs, et en même temps, grâce à Mon Pèlerin et à Jarvis, avoir un off-ramp très efficace en termes de frais et qui n'est pas non plus un truc complètement trop... je sais pas comment le décrire, mais qui n'est pas Binance, quoi. C'est quand même... voilà, Mon Pèlerin, a priori, ça a l'air un peu plus propre. Bon, bien sûr, Binance est régulé aussi. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, et ça se trouve, je vais me prendre les avocats de Binance dans la gueule. Mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est pas... Voilà. A priori, c'est pas aussi cavalier, disons, que Binance, au minimum. C'est plus un Coinbase, j'ai envie de dire, en termes d'approche. Euh, donc voilà, ça vous permet d'avoir cette interaction, ce passage euro crypto-euro ou crypto-euro-euro. Et ça, c'était un peu une brique qui manquait, quoi. Donc voilà pour toi, France. Mais à ce niveau-là, ouais, ça aide pas mal. Et bah, après, sinon, ouais, d'autres produits qui peuvent être intéressants, les cartes ou les trucs comme ça. Il y a des rumeurs, des discussions de cartes Mon Pèlerin, ça serait encore top. Une carte pour dépenser du JR, par exemple. Mais pourquoi pas. Donc Zombie Cat, à quand le prochain meet-up? Bah écoute, on vise janvier. Là, c'est vrai que décembre, voilà, on est un peu en... On a des problèmes de lieu.
Et avant, on avait un lieu régulier, puisque voilà, on avait Palo IT qui nous hébergeait, Arthur travaillait là-bas. Et donc, c'était beaucoup plus facile. Organiser un meet-up, c'était juste une question de organiser réellement le meet-up, quoi. Maintenant, à chaque fois vient cette thématique du lieu. Et en plus de ça, vient les problèmes de logistique et tout ça. C'est-à-dire que généralement, le premier meet-up sur un nouveau lieu, il faut accepter que voilà, il va y avoir quelques trucs pas fous. En l'occurrence, le dernier, il y a eu pas mal de trucs pas fous en termes, il n'y avait pas le son sur le live stream pour les talks et tout ça. Donc voilà, on essaie de retrouver un endroit, une bonne base, et comme ça on va pouvoir prendre un bon rythme. Mais en janvier, on voulait faire un truc, ouais, et après on va pas être tout seul, on va co-organiser ça. Mais voilà, je peux pas trop, enfin je sais pas trop où ça en est, donc j'ai pas envie d'annoncer des trucs que je devrais pas encore annoncer. Mais oui, il y a un truc en janvier qui va être sur un sujet important en plus. Euh, J'aimerais ton avis sur le fait que Terra passe deuxième blockchain. Bof. J'ai pas envie de le donner. Donc, la Compression Conf DeFi France. Ah, bah c'est cool, apparemment ça vous fait plaisir les meetups. Bah, vous inquiétez pas, ça arrive en janvier. Ah oui, et carte Ledger aussi, nous dit RDZ03. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. Qui en plus, apparemment, si j'avais bien compris le délire, mais j'avais regardé ça rapidement, te permettrait de. En gros, tu as des cryptos dans ton ledger et tu les utilises comme collatéral pour emprunter des fiat que tu dépenses sur ta carte. Si c'est vraiment ça, alors ça peut avoir de l'intérêt. Il manque la carte, je trouve, pour dépenser en crypto en finance décentralisée. Bah, t'en as des cartes. Qu'est-ce que tu entends après dépenser en finance décentralisée? Mais oui, je pense que côté carte, euh, il y a de quoi faire. C'est pas, comment dire, c'est pas. Maintenant, tu as, quand même, t'as quand même une pléthore d'offres. Tu as bien vu là, en abordant le sujet, on en a mentionné 4 ou 5. Alors après, elles ne sont pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres, hein, mais c'est comment dire, c'est déjà pas mal. Alors, tant qu'on y est, euh, il y a un autre truc qui est sympa côté carte. Et allez, là, je vais faire. Putain, ce soir, je viole toutes les règles. Ce soir, je vais faire un truc, mais je vais vous l'annoncer clairement déjà. Donc, il y a un autre service côté carte qui est cool. C'est une carte qui s'appelle Curve. Et qui, elle, en fait, c'est pas une carte DeFi ou quoi que ce soit. C'est un service fintech classique. Mais ça vous permet, en fait, c'est une métacarte. En fait, c'est une vraie carte de bleu que vous avez. Vous allez là, comme d'hab, vous connaissez la chanson, vous allez faire votre KYC, blablabla, blablabla, et puis vous allez recevoir votre carte et vous l'activez. Sauf que, en fait, elle se finance par vos autres cartes. C'est-à-dire que vous rajoutez vos autres cartes dans cette carte et vous pouvez du coup, avec une seule carte, utiliser potentiellement toutes vos cartes puisque c'est via leur application et les règles que vous déterminez vous que vous décidez sur quelle carte ça part. Il y a même des trucs maintenant pour aller retourner en arrière dans le temps, je sais pas quoi, pour changer quelle carte à payer ou des trucs comme ça. Euh, Ça, pourquoi pas, mais bon, moi j'aime bien le côté surtout que, bah, voilà, comme on vient de discuter là, potentiellement vous allez vous retrouver avec une carte par-ci, une carte par-là, une carte par-ci. Et donc, du coup, c'est cool d'avoir une carte pour centraliser tout. Et tant qu'à faire, vu que je vous en parle et qu'ils ont lancé un référal, pour une fois, je vais tenter le coup. Je vous propose le référal qui apparemment me donne plus de cashback sur ma carte Curve à moi. Si vous utilisez ce lien-là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas l'utiliser. C'est pas une recommandation d'utiliser Curve, c'est juste, c'est là. Voilà. Mais un des trucs intéressants avec Curve, et je vais arrêter là, et c'est aussi pour ça que je l'utilise, c'est qu'ils ont un peu de cashback à 1%, peut-être 2%, je crois un peu plus sur certains retailers, ce que vous devez choisir. Euh, mais du coup, c'est un cashback au niveau d'une métacarte. Donc rien ne vous empêche de mettre en amont une autre carte qui a un cashback. Euh, donc ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, vous avez du cashback sur la carte Eidou, 4%, 8% potentiellement. Vous avez du cashback sur d'autres cartes. Donc avec un bon montage et le bon retailer, sans être dans des logiques où vous avez loqué 500 millions de dollars de tokens de l'autre côté, mais juste avec, je sais pas, 5-10K tokens équivalents sur certains projets loqués, vous pouvez vous retrouver avec 10-12% de cashback. En plus du côté pratique de Curve, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, c'est le petit type de Brissou, putain, c'est rare que je vous fasse des coups comme ça. Mais bah voilà, c'est un peu du Lego sur les cashbacks, c'est ça, il y a un côté un peu DeFi, on assemble les trucs pour faire sa petite formule. C'est comme quand tu vas, je sais pas, t'as des LP, tu farmes un truc et puis tu les restake ailleurs pour faire un yield en plus, bah là c'est un peu pareil.
Alors, il y avait quelqu'un dans le chat qui nous parlait, qui nous proposait 42. Zoren TV, je peux peut-être vous proposer l'amphi de l'école 42, screen dispo pour les projections et bon matos pour filmer. Je pense que les gars de la So Blockchain seraient super contents de vous recevoir. Bah écoute, Zoren, en plus on en avait déjà parlé, je crois, mais si t'es vraiment à l'école, que t'as des contacts directs avec les gars qui pourraient nous aider à arranger ça, n'hésite pas à leur demander, ouais, s'ils sont chauds à nous recevoir, ça serait cool. Un des enjeux aussi, peut-être que vous ne l'avez pas forcément compris, mais je vais vous l'expliciter, c'est que concrètement, on n'a pas fait une association ou quoi que ce soit pour DeFi France. Donc si on essaie d'avoir des lieux sympas, ils vont à Paris, les lieux sympas, ils vous demandent 2000 balles pour faire un événement. Ils en ont rien à foutre que vous soyez une asso qui soit là pour expliquer, documenter un truc public aux gens et qui ne demande pas de thunes à personne. Et donc c'est un peu ça le problème aussi. Idéalement, on cherche un lieu qui peut comprendre la démarche de DeFi France. Et donc, on ne demande pas de la charité non plus, hein. C'est nous qui assurons les poissons, tout ça, on se démerde. Mais qui puissent nous recevoir gratuitement, quoi. Ou à un prix décent, mais pas à un tarif comme si j'étais en train de faire ma bar mitzvah dans leur salle, quoi. Ah, alors, Crypto Capco qui nous parle de Convex FXS. T'as un petit lien à partager? Je vous en avais un peu parlé la dernière fois, mais j'ai pas vu que ça avait été plus loin que ça. Euh, Super Zoren TV, ouais, du coup, bah, tu sais où me trouver, tu peux me DM ou autre si tu as un truc. Euh, et ouais, bah, pour les DeFi France, c'est vrai, problème de centralisation à Paris. Alors, sachez-le, il y a eu DeFi France Sud, deux éditions et cinq participants au total, mais c'est quand même rentré dans la légende. Euh, et ça serait chouette d'en faire d'autres, hein, et, c'était un peu l'idée avant Covid, tout ça, parce que c'est vrai que ça a un peu mis à mal, mais il y avait un peu ce projet et on avait réfléchi à une infrastructure, c'est assez jouable, de faire un peu du DeFi France en mondovision, quoi, dans le sens où, mettons que vous êtes à Toulouse, vous avez un bar sympa que vous connaissez le propriétaire ou qu'importe, euh, et qui peut organiser un petit coin où vous suivez le meet-up. Et nous, de notre côté, on organise le fait qu'il y ait potentiellement les gars qui suivent le meet-up depuis Lyon ou qu'importe, qui puissent interagir avec les speakers. Et après, voire même faire évoluer l'infrastructure de telle sorte qu'en fait, le lieu de base qui émet vers tous les autres sera pas forcément Paris, ça peut tourner et avoir un truc où en gros on a 10 nœuds dans toute la France et on tourne entre les 10 nœuds et à chaque fois il y a une sorte de synchronisation. Un vrai DeFi France décentralisé, quoi. Une sorte de fédération de communauté locale DeFi France. Ça serait stylé. Hop là, merci Crypto Capo. Alors allons voir ça. Ah ouais, c'est tout frais. Ouh. Oh. FXS deposit soon available. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le airdrop FPI. Oh là là, c'est Galaxy Brain Move, ça. Il y a toutes les pièces qui se connectent. Bon, ça fait plaisir. En gros, ceux qui ont suivi la chaîne sur les 2 derniers mois, là, vous venez d'avoir votre cadeau de Noël. Euh, c'est aussi simple que ça. Mais dans le détail, donc, mécanisme comme attendu, similaire à CVXCRV, mais sur FXS, sachant que le mécanisme sous-jacent d'FXS est très similaire au mécanisme sous-jacent à CRV. Donc, exactement le scénario convexe à terme, en fait. Première phase où ça va vraiment être juste plus un apport pratique pour les utilisateurs du système qui maintenant ont ce truc où ça va être géré plus simple pour eux et tout ça. Mais après, bien sûr, là où ça devient plus pertinent et plus intéressant, ça peut être la phase où la logique euh, de je sais pas si on reprend la logique de bribes et tout ça à terme. Voyons voir. Donc, VVFXS. Ouais, c'est ça, les pools. Ah non. Fraction, ça se fait. Ah, ils n'en parlent pas explicitement. Et oui, donc la migration. Ah, ça c'est beau aussi. Migration de la liquidité CVX sur Curve. Le retour à la maison de Curve et de Convex. Ok. Bon.
Donc ça se lance quand? Cette semaine, vous pouvez staker vos FXS pour les faire rentrer dans le système. Ah, mais il n'y aura pas immédiatement le staking de CVX FXS. Ok. Ah, ça va être intéressant. Et à voir après côté FPI de Frax, quand est-ce que ça arrive, ça? Donc le Frax Price Index, qui est un peu une vision pour répondre à une thématique très contemporaine, qui est l'inflation, et donc avoir une sorte de stable anti-inflation. Enfin, c'est le truc vraiment très haut niveau. Il faut que je fasse mes devoirs là-dessus plus en détail. Top. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres trucs. Je regarde, je pense que j'ai sans doute raté des petites questions. Quelqu'un qui me parle d'un local, Zombie4. Un local, mais un local où ça? Après, ouais, c'est plus qu'un local, ça, pour cette vision globale DeFi France. Ce qu'il faut, en fait. Bon, l'infra, ça, on peut la régler. Il y aura probablement besoin de quelques geeks parmi vous pour nous assister, mais on avait déjà à peu près vu à quoi ça pourrait ressembler. Et Arthur avait déjà à peu près vu le truc. Mais c'est plus de trouver j'ai envie de dire, le coordinateur de chaque nœud local, quoi. La personne qui va trouver la commune locale, trouver le lieu et un peu distribuer les tâches et monter sa petite aile du mouvement dans son coin. Des bureaux dans le 11e. Ouais, mais 20 personnes, c'est tendu, quoi. Là, sur le dernier DeFi France, au final, on a communiqué sur une limite de 70, donc il y a plein de gens qui sont un peu démotivés ou qui ont peur de ne pas avoir de place. Mais en réalité, on remplit facile 100, 120 avec un DeFi France à Paris, quoi. Voire même plus. Moi, je suis confiant qu'avec une belle salle et de la prévision, on fait du 200, 250 facile. Après, est-ce qu'on veut le faire? C'est autre chose. Alors... Ah ouais, attends, alors il y a plusieurs questions intéressantes là. Institute 4, donc comment fonctionne le CVX par rapport au... Oh, c'est ça. Si, ça parle direct, ok. Donc c'est bon, c'est mentionné explicitement. VLCVX holders, grâce à Snapshot, vont décider comment Convex alloue ses capacités sur les gauges et la gouvernance de Frax. Donc ça veut dire que Votium n'est qu'une étape une étape plus loin. Donc très intéressant. Et donc Institute, ça correspond, donc par rapport à ta question, donc ça se rajoute sur le CVX. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris à quel point Convex c'était le play de l'année, mais c'est pas le play de l'année, c'est potentiellement, s'il continue comme ça, c'est le play des 5 prochaines années. Et donc, ouais, ça veut dire que le côté CVX, il y a des nouvelles capacités, une influence sur un nouveau protocole qui vient avec, et les bribes et les rendements associés. Alors, Nono qui nous parle de... ouais, ça c'est intéressant aussi. AppWine et Paraswap. Donc on va faire un petit point AppWine aussi. Parce qu'on en avait parlé, on avait reçu Antoine il y a un bout de temps. Mais du coup, ils se rapprochent de... ça va se relancer bientôt, la nouvelle version. Et il y a eu le vote sur les wine listings qui a eu lieu, où vous pouviez choisir les premières pools à être dispo sur AppWine. Donc l'idée, c'est de proposer un taux de rendement fixé sur donc, les produits qui vont être dans ces pools. Donc par exemple, le XSDT ou le STIS ou d'autres tokens, dont le SPSP de la pool 4. Et donc concrètement, ça va te permettre d'avoir un rendement prévisible sur ton stake PSP sur la pool 4. Alors, pourquoi que la pool 4? C'est plus par praticité, disons, pour lancer le truc, voilà, tester le concept avec une pool. Est-ce qu'il y a vraiment de la demande? Est-ce que les gens raisonnent avec ça? Est-ce que ça correspond à un vrai besoin? A priori, oui, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et parce que toutes les pools sont traitées indépendamment du point de vue des contrats. Donc en fait, si tu veux, c'était le plus simple pour implémenter. Rien n'empêche de rajouter d'autres pools. Rajouter toutes les pools d'un coup, ça aurait impliqué faire le fameux layer d'abstraction entre les deux, où on n'y est pas encore. Mais ça arrivera sans doute un jour. Donc voilà, donc concrètement, quand ça lance le 23, apparemment on dit dans le chat,
coucou Sam. Donc le 23, tu pourras déposer tes PSP sur HappyWine. Du coup, tu auras un taux de rendement stabilisé, prévisible sur la pool 4. Et j'imagine, à toi de me dire si je dis des bêtises, Sam, des incitations aussi en HappyWine. Et il n'y a pas que le PSP qui est intéressant dans cette histoire-là, hein. Allez voir aussi du côté de, par exemple, le second token, c'est du Palpool Stake AV. Donc là, vous êtes à 3 niveaux de wrap. Voilà, faut comprendre ça aussi. Mais c'est intéressant parce qu'en gros, vous avez, si on prend toute la chaîne, des AV qui sont dans le safety module d'AV à faire un yield de 5% qui sont déposés dans le wrapper de Paladin qui compose automatiquement le yield pour vous. Mais dans Paladin, ils ne sont pas juste là pour faire du yield, ils sont là pour être empruntés par des gens qui paient pour les emprunter. Donc vous avez une nouvelle source de yield en plus de la composition. Et maintenant, ce token Paladin est lui-même wrappé pour être déposé dans HappyWine où son rendement, et c'est par raison principale, grosso modo, pour rendre le rendement prévisible, avec tout le mécanisme, on en reparlera peut-être des futurs yield tokens et tout ça, ça a peut-être évolué un peu aussi, plus potentiel rien du tout. Plus on verra bien. Mais donc voilà, composabilité DeFi illustrée, c'est assez cool, c'est un joli cadeau de Noël honnêtement ce Palpool Stake AV, et du coup la SPSP 4 aussi, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je pense que c'est une belle sélection de tokens pour les 5 premiers, il y a un peu de différentes approches et des projets assez, ça change un peu de ce sur quoi les gens lancent d'habitude, où ils vont prendre des trucs assez classiques pour pas prendre de risques. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de 50 plateformes pour emprunter des DAI avec de l'Ether, quoi? Enfin, bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris le trait. Alors, Joe Hayes qui nous parle de vote de gauche sur MeFinance. J'ai raté ça. T'as des infos? J'attendais ça depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi ils ont traîné autant. Mais c'est vrai qu'ils ont implémenté une mécanique un peu VE avec leur Kipowa depuis un bail déjà. Et assez bien foutu parce qu'ils reconnaissaient les tokens LP et tout ça, toutes les formes de Ki. Moi, je trouvais ça assez cool. C'est bien fait. Mais après, ça a manqué en fait de reconnecter ça à Ki, tu vois. C'est-à-dire, moi, un des trucs qui m'a frustré le plus longtemps, c'est tu peux avoir une plainte de Ki, ok, tu vas LP sur Ki, tu prends le même taux que le rando qui a 0 Ki loqué et qui va dump son LP demain, quoi. Ça, c'est dommage, ils auraient pu mieux aligner les incentives pour avoir leur LP et les tenir sur le long terme, quoi. Alors, cette question, elle me fait plaisir. Je me demande si c'est pas fait exprès. Octim qui me demande, racontez un peu le narratif de la curve War. Alors, je suis curieux de préciser ce que tu entends par narrative, mais très curieux de prendre cette question et d'y répondre. Et pendant ce temps-là, on va aller voir côté Kidao. Merci Didi Moon, vous êtes au top. C'est l'intelligence collaborative en action. Qui est du coup Kidao, protocole de lending qu'on a bien couvert ici, qui a déjà un peu une tokenomics inspirée VE, disons, sur la partie lock et distribution des fees du protocole, mais qui maintenant fait rentrer son système dans la logique des gauges aussi. Donc jusqu'à présent sur Kidao, vous empruntez via des vaults, par exemple Ether ou autre. Les vaults, c'est là où vous mettez votre collatéral. Et il y a une rémunération en Ki, qui est sur l'emprunt du moment que vous maintenez un certain ratio de collatéralisation. Et donc avec ce mécanisme-là, on rentre dans une logique où, eh bien, au lieu que ça soit des budgets, pas savoir comment ils étaient déterminés avant, ça devient un mécanisme de gauche, donc compétitif. Vous avez du Kipowa, vous pouvez voter sur tel ou tel volt. Donc autant vous dire que ça va voter sexe sur le volt CRV. Assez évident, non? Donc, hop, les volts, on les retrouve ici. Il y a des bands maintenant aussi sur Ki, mais ils n'arrêtent pas de chip, dis donc. Alors oui, on va déjà le boost. Mais ils sont où les gauches? Ou c'est pas encore là? Non, c'est ferme, ok. Ah, ils sont en train de faire du bonding sur leur LP, intéressant. Avec une API infini. Ok. Bah donc, à voir quand ça se lance pour de vrai.
le boost. Mais ouais, c'est chouette de voir. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'il n'y a plus de liquidité sur le banc, c'est pour ça qu'on a un chiffre pas possible. Mais c'est chouette de voir que moi je trouve qu'ils sont vraiment très innovants. Je suis content de vous en avoir parlé dès le début, quand personne n'en parlait trop. Et je trouve que ça compense un peu, soyons honnêtes, Adamant, qui est le désespoir, hélas. Pourtant, il avait du potentiel aussi ce projet, mais bon, ils ont fait nawak, ils ont fait nawak. Hein. Mais voilà, au moins je me dis que, bah voilà, je vous ai peut-être envoyé un peu dans un bourbier avec Adamant, hélas, et après vous faites vos propres décisions. Hein. Mais au moins, je vous ai aussi mis en lumière un truc qui, dès le début, était quand même assez pertinent et voilà, vous l'avez vu assez tôt, depuis maintenant des mois, si vous me suivez bien. Le Butterfly, je suis à la ramasse là-dessus aussi. Ouais. J'ai vu qu'ils avaient accumulé pas mal de tokens, mais j'ai pas tellement rattrapé plus que ça. Est-ce qu'ils ont des stats un peu? Putain, les yachts. Peut-être un boomer, j'aime pas les yachts. Ah là là. Ah, remarque, c'est pas mal le petit site que ça te fait. C'est trop méta. Oui, merci, donne-moi le dashboard. Ah. Ouais, d'accord, c'est pas mal. Ça donne quoi en token, ça? 5 millions de CRV et presque 1 million de CVX, 800 000 CVX et 57 000 hommes. Ouais, non, c'est assez propre, ça leur fait une bonne base. Hein. C'est une bonne. Tiens, d'ailleurs, oui. Bah, je sais pas, si on pourrait aller voir. C'est quoi, c'est Lobby HQ? Combien ils en sont, eux? Avoir une idée, vu qu'ils se sont lancés récemment aussi. Ils ont 16 millions. Ouais, d'accord. Donc les gars, ils font déjà 4 fois Lobby. Bon, après, ça a bien pris. À voir après ces trucs-là. C'est bien que ça prenne bien. Hein. Mais voilà, il faut voir après, est-ce qu'ils arrivent à. C'est une forme de mutualisation, si vous voulez, tous ces mécanismes-là de bonding. L'idée, c'est, hey, viens mettre tes fonds avec nous, et ensemble, on va réussir à créer plus de valeur que ce que toi, tu aurais fait comme un pecno tout seul dans ton coin. Si on le prend vraiment au niveau le plus primitif, en dehors de tous les jeux qu'il peut y avoir avec le prix des tokens et tout ça, blabla. Donc la question, si vous voulez, à 100 millions sur ces protocoles-là, c'est, OK, qu'est-ce qu'ils font dans ce mécanisme de cohésion, disons, de mutualisation pour apporter de la valeur? S'il faut quelque chose de réellement pertinent, alors là, il y a probablement un intérêt. Si c'est moins pertinent, probablement moins. Et oui, c'est vrai, il y a Concave avec sa fameuse cuillère qui arrive bientôt, là. Et au moins, ils me feront marrer avec leur mime un peu débile. Euh, Donc, ouais. Et tatala. Donc, alors attendez, j'essaie de reprendre un peu les questions et de les prendre dans l'ordre pour pas me perdre. On a des petits luchas. Est-ce qu'on parlerait un peu de lucha? Ouais, si on peut faire un petit détour, NFT. Des news côté luchador, donc on se rapproche de. En plus, c'est bien, on arrive un peu sur la DeFi là, puisque on se rapproche du lancement du token et Lucha a commencé à mettre en place des petits trucs, notamment sur le site. Donc, si vous avez des Lucha, vous pouvez maintenant aller voir combien vous allez gagner de Lucha par jour et comment dire. Et un peu le site est un peu plus stylé aussi. Il y a toute une page yield maintenant. Il faut vous connecter sur Polygon par contre, parce que bien sûr le jeu est sur Polygon. Mais ça vous permet d'avoir une idée un peu de ce qui se passe, de voir vos petits luchas. Alors attendez une seconde, moi de mon côté, je peux peut-être vous mettre ça. C'est où? C'est Screenshare, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Est-ce que je peux le faire ici? Oui. Allez, je suis sympa. D'habitude, je fais rarement ça. Hein. C'est parce que c'est vous. Mais donc voilà, là, je vous montre de mon côté ce que ça donne. Et ça flex en effet. On va essayer de prendre le... Mais comme ça, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, moi, a priori, je serai sur 348 luchas par jour. Et là, vous pouvez voir ma petite collection en son entièreté.
Vous en faites pas. J'essaie de me soigner. Mais le problème, c'est que j'achète encore beaucoup de Lucha, même aujourd'hui. Mais j'en donne aussi beaucoup. Donc ça s'équilibre. 10% de la supply, on va pas exagérer. Hein, on va pas exagérer non plus. Non, on parle de 2% de l'ensemble des luchadors. Mais voilà, avec des rotations et des... Concrètement, j'aurais acheté à peu près l'équivalent, acheté ou minté l'équivalent de 3,5% de la supply. Mais avec toutes les sorties qu'il y a et les dons, ça arrive vers un équilibre à 2% ou peut-être un peu moins. J'ai un peu un bug avec en dessous de 200. Généralement, quand je passe en dessous de 200, je vais swiper le floor. Donc voilà. Mais côté Lucha, ouais, suivez, allez voir le white paper si vous n'avez pas tout rattrapé. Et n'oubliez pas que le white paper, il existe aussi en français. Ça, c'était traduction de l'ami Linkadores. Et du coup, ouais, vous avez déjà un peu d'infos sur qu'est-ce que ça va donner concrètement, les fights, le token, comment y allouer le token en fonction de la rareté, des choses comme ça. Alors, on avait une petite question sur, sur les fondamentaux, maintenant qu'on a bien flexé. C'était où? J'essaie de te suivre, mais je manque encore beaucoup sur les fondamentaux. Ça, c'est surtout, moi je pense que c'est plus une question de, presque j'ai envie de dire, de persistance, quoi. C'est sûr qu'au début, ça va pas être, tout va pas forcément être évident, quoi. Et tu vas faire des erreurs et des conneries. Ça, c'est à peu près certain. Et la question, je pense, c'est plus... Après, c'est vrai que moi, c'est des trucs que j'aborde assez rarement dans ma chaîne. Hein, mais c'est plus des trucs presque de mindset à ce niveau-là. C'est-à-dire te mettre dans un espace mental où tu te donnes un cadre assez... un périmètre déterminé pour essayer et apprendre. Typiquement, je sais pas, tiens, je prends 500$ avec un wallet et je vais faire des conneries avec. Et tu essaies d'en tirer vraiment des leçons pour après pouvoir passer cette expertise, disons, sur une situation réelle, quoi, qui n'est pas ce petit bac à sable que tu t'es fait pour toi, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, alors, attendez, je me suis perdu en route. Mais oui, donc, pardon, comment rattraper les fondamentaux en DeFi, quoi. Après, j'imagine que c'est pas des trucs genre tu veux pas que je te donne du contenu ou des choses comme ça spécifiques, tu les as déjà probablement trouvés par toi-même, mais voilà, j'essaie d'avoir des contenus d'introduction à la DeFi que je remets à jour assez fréquemment, ça peut être des bases. Mais moi, je dirais, je redonne à chaque fois à peu près le même conseil, hein, qui est vraiment de spécialise-toi. C'est-à-dire creuse en vertical, va pas en horizontal. La plupart des gens, ils veulent aller en horizontal. Ils pensent qu'ils vont pouvoir être expert NFT, expert IDO, expert Polka Launch, expert sur 40 chains, expert marché monétaire, EDEX, et yield aggregator et machin. Le gars, il a 3 jours de DeFi dans les pattes. À un moment donné, tu as envie de lui dire, mais assis-toi, prends un truc et comprends-le, quoi. Marché monétaire, ok, ben vas-y, dis-moi comment ça marche, les 3 principaux marchés monétaires, quelles sont leurs différences, pourquoi lui il a tel modèle ou tel modèle. Si tu es capable d'expliquer ça, alors tu as déjà compris des trucs et peut-être que tu peux bouger à l'autre chose. Mais tu vois, c'est vraiment cette idée de prendre ton temps de comprendre les produits que tu utilises, quoi. Parce que sinon tu vas te retrouver dans la situation où tu utilises des produits sans vraiment les comprendre et là tu vas te mettre à risque, quoi. Alors après, ça ne veut pas non plus dire que... quand je dis comprendre, c'est pas comprendre le code du produit ou des choses comme ça, hein. Mais c'est comprendre le design, j'ai envie de dire, le fonctionnement du produit. Qu'est-ce qui se passe avec tes tokens quand tu les déposes dans le produit et comment il obtient le résultat qu'il obtient pour toi, tu vois. Donc voilà, ça serait plutôt ça. J'espère que c'est pas décevant comme réponse. Alors, Octim qui me parle de ce quoi? J'ai lancé un concours de thread pour incentiver la communauté à partager de la connaissance. Si jamais tu veux y participer en nous gratifiant d'un thread sur une alpha sur Ether, ce sera avec plaisir. N'hésite pas à me ping, oui, je regarderai ça. Et, là là. Et dans le chat, ça parle de airdrop de Lucha. Mais oui, si vous voulez, ça peut airdrop du Lucha. Il y a quoi?
Bon, c'est bien, il y a 2 gars qui ont mis leur ENS dans le chat. Bravo à vous deux. Et les autres, c'est trop tard, ça sert à rien. On se calme. Je vous enverrai ça tranquillement après. Attendez, qu'est-ce qu'on peut... On va voir. On va le... On va le choisir en live. Et oui, c'est bien d'avoir un ENS. C'est un peu la base, non? Non, c'est aussi que comme ça, au moins, j'ai pas de giveaway à faire. J'ai une méthode simple et je trouve assez fair. Puis en fait, assez marrante surtout. Hop. Alors, on repasse de l'autre côté. Juste une minute. Et on va voir qu'est-ce que on vous offre. Alors, qu'est-ce qu'on vous offre? Allez, on va partir sur un 2, mais on peut faire des trucs marrants. Je suis assez précieux sur mes caps, moi. Mais on peut faire des trucs. Peut-être un petit masqué, lui, il est marrant. Oh, lui, on dirait un Père Noël. Et elle est le Lucha Père Noël. Alors, est-ce qu'il supporte l'envoi à un ENS maintenant? Voyons voir. Donc, boca.is. Ah, come on. Faut que j'aille lui dire à Lucha, ça, c'est pas propre. C'est pas propre, Lucha. Donc, du coup, je suis obligé de le résolver à la main. C'est-à-dire, je vais le mettre sur Etherscan, comme vous voyez à l'écran, pour aller savoir quel est l'ENS, quelle est l'adresse vers laquelle ça renvoie. Et là, du coup, il va pouvoir me la prendre. Bon, c'est juste qu'en gros, il a pas implémenté le petit module, disons, pour vérifier ça. Donc, Boca, hop, il est en route à 66 Gwei. Et c'était qui le deuxième? C'était AWK Team. Hop là. Et pareil, du coup, on prend le NS. Et toi, tu as le petit Père Noël. Vous voyez, il y a aussi les stats maintenant sur la page. Et vous allez pouvoir voir les skills et tout ça quand ça va arriver en jeu, parce qu'ils auront des skills actifs, des skills passifs. Ça va vraiment être assez fun. Je pense qu'on va bien s'amuser. Hop là. Alors, je retourne sur le Twitch maintenant. ENS ou Unstoppable Domain. Franchement, je trouve que c'est fonctionnellement, ils proposent des choses assez similaires, mais il n'y a aucune comparaison autre entre les deux projets. C'est pas du tout le même calibre. Ah là là, ça gratte du lucha. Bon, vas-y, Joshem là, parce que toi, tu as fait des trucs stylés, et je sais que tu as contribué plein de fois. C'est pas toi qui nous avais fait tu nous avais fait le dashboard sur Paraswap en plus, je crois. Ou c'était côté lucha, pardon, parfois je confonds beaucoup. Non, c'était DeFi Lama. Allez. Prochain live, je lâche mon ENS direct. Genre, ça va nous mettre de l'ENS partout maintenant. Et attendez, il y en avait un autre peut-être, tant qu'on y est, tant qu'on est dans la distribution de Lucha. C'était quoi? C'était pas Nico SZ qui demandait, qui voulait me choper un petit Lucha? Cross? Bon, vas-y, je verrai avec lui après le live. C'est bon, vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Ah oui, donc c'était bien toi, DeFi Lama, cool. Bah vas-y. Alors attends, on va te trouver un petit Lucha à toi alors. Comme ça, on finit avec un troisième. Alors. Et un truc que vous remarquez pas, mais qui est ouf, c'est qu'avant, la page Lucha, elle réindexait vos Lucha à chaque fois. Problème de whale. Et moi, j'attendais du coup 1 minute 30 pour charger la page à chaque fois que je voulais l'ouvrir, la page wallet. Maintenant, je crois qu'il a optimisé ça et j'arrive à charger la page wallet en 1 seconde. Donc, qu'est-ce qu'on se prend? On se prend... Allez, on va monter. Combien il y en a en 4? 20 en 1. 20 aussi? Ouais. Moins 3 là. Un petit bolt, un petit dash. Tiens, allez, celui-là, il est cool, il a ta gueule. Du coup, c'était jeuxchemla.is.
Toi, tu l'as mis quelque part? Ouais, Joachim Lapointe. Alors, hop. Retour sur Etherscan. On résolve à la main. Et merde. Hop, pom, pom. Et du coup, c'était celui-là. Ah, c'est marrant là aussi. Vous voyez, il y a un flow intéressant. C'est que. Il faut que je fasse ce feedback là aussi à le chat. Pour transférer, il me renvoie sur Ethereum. Ah, mais c'est logique. Mais après, le jeu en lui-même, il est sur Polygon. Ouais, non, c'est. Ça, c'est vrai qu'il va y avoir un peu de gymnastique entre les deux chaînes, quoi. Parce qu'à chaque fois que vous interagissez avec un Lucha, vous allez redescendre au niveau. Un Lucha, le personnage, quoi, vous allez redescendre au niveau Ethereum. Mais a priori, sinon tout le reste, vous faites votre vie sur Polygon, quoi. Alors, bravo à vous trois. Et du coup, moi, je vais regarder un peu le chat, parce que j'ai pas pu vous suivre. Et ah oui, il faut que je remette sur l'autre navigateur aussi. Screen share, screen share. Ok. Et pour ceux qui ont des luchadors, les NFT, n'oubliez pas qu'il y a des giveaways en permanence sur les damn. Sur le Discord des luchas. C'était pas toi, Nico, qui voulait un lucha avec je sais plus, il y a un gars aujourd'hui qui m'a parlé d'un lucha qui a, je crois qu'il est blanc, il a juste une croix, un attribut rouge. Ça fait un lucha assez marrant, assez stylé. Ouais, si quelqu'un a un lien du Discord lucha, mettez-le dans le chat. Hein. Et Nico et Z, non, je connais pas Swiss Crypto Cat, c'est quoi ce truc? Oh, il y a des gens qui ont du Pasqua dans le chat, joli. Tiens, on peut aller voir ta collecte, un Uncyber ou un truc. On va aller voir OpenSea sinon. Mais ah, putain, mais quelle horreur. Ça manque d'un truc un peu par défaut pour les NFT. Ah voilà. Ok. Ah, les papillons de Pasqua. Ouf, joli. T'as été select. Ouais, là, c'est Pasqua. Moi, j'en ai pas. Je regrette un peu. C'est qu'au niveau des artistes français, j'ai un peu merdé. Hein. Enfin, je veux dire, les artistes vraiment NFT natifs, ça va, j'ai bien suivi. Mais les artistes un peu plus déjà établis qui viennent faire des trucs avec les NFT, j'ai dormi. J'ai pas fait mes toits. Mais il y en a pas mal parmi vous qui les ont fait, ça fait plaisir. Hein. Des gens qui ont, qui ont suivi et découvert avec moi, qui sont sur les coups de Pasqua et tout ça. Puis même d'autres qui ont fait des initiatives assez sympas. On avait parlé un peu la Chapelle 16 Underground, là, de... Oh, j'ai du mal. Mais bref, voilà, il y a pas mal d'initiatives, mais Géolésé, P-Boy, merci. Bah, c'est raté. Mais là, l'autre jour, j'y pensais, j'avais presque envie de... Bah tiens, est-ce qu'on ferait pas du Ape en live? Allez, puisqu'on est en mode 36-15 My Life total. J'y pensais dans le sens où... alors attendez, je vais repasser sur l'autre côté, je vais arrêter de switch parce que c'est chiant. Je voulais, comment dire, sur la collection de la Chapelle 16 Underground, là, les NFT, et je voulais voir un peu ce que ça donne et potentiellement en avoir un, parce que je me disais, putain, c'est quand même un truc qui me parle, quoi, qui est stylé. Et ok, t'as raté le moment où ça a eu lieu, mais c'est pas pour autant que ça y est, c'est mort, tu vois. Si t'aimes le projet, si t'aimes l'œuvre, si tu raisonnes, pourquoi pas. Donc voyons voir. C'était où l'OpenSea? Ah, c'est les fraises, ça, mais... Ah, il en a fait plusieurs, d'accord. Ah oui, quand même. Oh, il est stylé, celle-là. Ah. Ah, ça, c'était sur le toit de l'endroit où il a fait la...
Ah non, ok. Hmm. Ah d'accord, mais il est où le lien OpenSea du coup? Attends, on va voir l'autre façon, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Donc ça c'est quand même assez fou comme concept, hein, la Chapel 16 Underground, puisqu'en gros vous avez, voilà, vous voyez un mural assez massif qui a été en gros découpé en 3 ou 4 grands tableaux et après même découpé en différents personnages. Et vous les retrouvez du coup sur OpenSea. Bon là c'est le Jésus, donc lui j'imagine qu'il a un petit projet pour celui-là. Alors, si vous voyez que le site est dégueulasse OpenSea là, c'est normal. J'ai implémenté sur ce browser un bloqueur de tracker, des plus basiques, hein, qui ne me couvre même pas totalement. Mais comme OpenSea est un site absolument honteux et dégueulasse en termes du nombre de trackers et du données qu'il collecte sur vous pour faire tout un tas de choses avec, et ben, si vous commencez à bloquer un peu les trackers, à la limite le site devient dysfonctionnel. Ça vous donne une idée d'à quel point le site est pourri. Donc ouais, ah ils sont quand même pas donnés, hein. On est sur 1.6 minimum. Bon, ouais, il va peut-être pas y avoir de app en live. Faut que je prenne le temps de réfléchir sur un truc comme ça. Je croyais que c'était un peu plus bas. C'est juste Privacy Badger là, mais potentiellement vous pouvez mettre des trucs un peu plus puissants, du bloc et tout ça, faire des choses un peu plus solides. L'extension SuperC pour avoir plus d'infos rajoutées automatiquement sur ta page OpenSea. Ouais, d'accord. Donc en gros, il y a des gars qui ont fait le taf d'OpenSea au niveau d'une extension, mais putain, ça va nous faire un setup assez crassou ça déjà. Ouais, il y a des choses assez intéressantes hein, pour éviter OpenSea. Je vous avais parlé de. Il y a plein de manières déjà de. C'est pas une question d'éviter là. Parce que le problème, c'est que les gars, ils sont gros, ils en ont rien à foutre de personne, et ils ont largement la masse critique pour continuer à subsister. Donc maintenant, c'est une question de résister et de ne pas les laisser nous piétiner la gueule comme ça. Parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Donc vraiment, voilà, c'est ça. Et donc là, à plusieurs niveaux, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez déjà refuser d'utiliser le site OpenSea et accéder à la liquidité d'OpenSea en passant par d'autres biais, comme par exemple GenieXYZ. Et en plus de ça, vous pouvez faire plusieurs transactions d'un coup, des choses comme ça, il y a des petits trucs en plus. Ça vous permet en gros de ne pas utiliser au moins le site OpenSea, mais toujours en ayant accès à leur liquidité. Après, le mieux, bien sûr, c'est de plus du tout utiliser OpenSea du tout, parce que si on veut qu'ils disparaissent, ou en tout cas qu'ils arrêtent d'être aussi signifiants, alors qu'ils sont dans une démarche qui est même pas du Web 1, si on veut être honnête, enfin, qui a un manque de respect total à une approche communautaire au niveau le plus basique, et bah, il faut se bouger. Donc bouger, utiliser d'autres outils. SudoSwap, c'est super pour faire des swaps entre NFT, vendre des bundles même. Si vous voulez vendre, je sais pas, une dizaine de luchadors à un pote, vous pouvez lui faire le bundle sur SudoSwap. Il va payer bien moins cher au gaz et en plus de ça, il va pas payer les frais OpenSea et c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus DeFi native quoi concrètement. Euh, et comment dire? Après, il y a d'autres options, NFT20, d'autres trucs qui existent. Il faut juste, voilà, faut prendre le temps de chercher et il faut être volontaire là-dessus, quoi. Moi, j'ai atteint ma limite avec OpenSea. Et Joe Hayes, pour l'échange, non, c'est un truc qu'on envisage. On explore les différentes facettes de ce truc. Mais c'est clairement quelque chose que je pense est très important, ne serait-ce que pour la perspective, j'ai envie de dire presque éthique, de pouvoir envoyer OpenSea se faire chier bien littéralement. Et voilà, bon, de toute façon, mais surtout de plus être dépendant d'eux, quoi. Ou connu et tradé essentiellement là-dessus.
Alors, on a encore Crypto Capo. En début d'année prochaine, il risque d'avoir un nouvel acteur dans les Curve Wars. Topex, protocole option, va lancer un outil type Covered Calls qui portera non pas sur des actifs, mais sur des taux d'intérêt des gauches curves. Les whales CVX CRV qui ont une gauche à défendre pourront l'utiliser pour spéculer et se hedger. Oh là 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 là. Ça, c'est intéressant. Donc en fait, oui, si je traduis, un marché de prédiction slash betting sur les taux en CRV des gauches curves. Alors ça, c'est quand même intéressant aussi parce que faut voir les mécanismes un peu de check and balance et ce qui rend en place sur un truc pareil. Mais ça peut être intéressant, hein. Mais ça peut aussi être très gameable, je pense, à première vue. Ça arrive en janvier, ça, du coup? Alors, Tim, penses-tu que AV devrait refaire ses tokenomics à la curve? Vu l'importance d'AV dans l'écosystème, bien des protocoles aimeraient en lock comme CRV IMO. Bon, que AV doivent refaire ses tokenomics, ça c'est assez clair. Je pense que c'est attendu par beaucoup de monde depuis longtemps. Maintenant, est-ce que ça doit être un modèle curve? Ça, c'est autre chose. Je pense que l'enjeu essentiel pour avoir un modèle curve, c'est qu'il faut avoir quelque chose de similaire au Gauge à allouer. Donc, c'est à première vue, je dirais, bah, maintenant qu'il y a du liquidity mining à peu près partout, ils pourraient utiliser ça comme mécanisme pour allouer le liquidity mining. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent pour AV? Ça ancre vraiment la logique que ça va tourner avec du mining et tout ça? À voir. En soi, c'est pas impossible, mais voilà, il faudrait prévoir. Il faudrait rentrer dans une logique, j'ai envie de dire, un autre switch de tokenomics profond, où ils rentrent dans une logique où ils assument une émission conséquente, mais avec des mécanismes de compensation, de lock, de burn, de PCV et ainsi de suite. Après, ouais, ça s'y prêterait pas mal, hein. En soi, ça s'y prêterait pas mal. Euh... Curvance, c'est le truc des spoons, là. Il a tellement- Non, celui-là, j'ai pas encore eu le temps de plus que ça, à part leurs mimes qui m'ont fait marrer sur Twitter. J'ai pas. Mais en vrai, on peut aller voir. Qu'est-ce qu'ils font de différent, du coup, la spoon, là? Quelqu'un a un lien vers ce truc-là? C'est quoi, c'est Curvance? Ah non, pardon, je confonds, je confonds. Oh là là, Curvance, c'est autre chose. Ok. La spoon, c'est quoi déjà? Ah pardon, je vous aide pas sur la bonne fenêtre, je vous remets sur le bon navigateur. Donc déjà le screen share. On retourne sur Brave. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi la spoon du coup, Didi? Je sais plus. Bref. Curvance, ouais, c'est un truc de. En gros, si j'ai bien compris, ils veulent faire un abracadabra, quoi. Mais donc, qui prend en dépôt les tokens LP convexes et potentiellement Yearn. euh, avec la possibilité du coup, bah, comme vous faites sur Abra par exemple avec votre Tricrypto, de à partir de ça, utiliser ça en collatéral pour emprunter des trucs. J'ai vu ça passer, ouais. Mais j'ai pas regardé plus loin que ça, Didi. Ça s'excite, ça avance, ça approche. Il y a un truc qui se passe. Ah, c'est concave la spoon, merci. Putain. Curvance, concave, butterfly. C'est le bordel. Du coup, ouais, bon, bah, on va voir ce qu'elle raconte. Attends. Ah, et c'est pas encore live, quoi. Je pense, voilà, il y a de plus en plus de. Maintenant que ça devient évident euh, ou que modèle CV, VE est solide et que il y a des choses assez pertinentes, disons, là-dedans, il y a un peu. J'ai envie de dire, il y a une bulle VE-CRV. Pas sur serveur lui-même, hein, qu'on se comprenne bien. Mais c'est-à-dire que vous allez voir, dans les prochains mois, il y a 50 tokenomics VE-CRV qui vont débarquer. On a déjà presque saturation rien que dans les annonces. Et en réalité, il y en a 3 ou 4 qui vont être importantes.
Voilà comment je vois les choses. La plupart des protocoles qui sont juste en train de faire du VE parce qu'ils ont vu que ça marche, ils veulent faire des trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment une grosse réflexion sur le côté gauche, la dynamique des gauches, avoir les bribes et ainsi de suite. Et c'est seulement vraiment les protocoles qui vont pouvoir répliquer l'ensemble de la logique VE, mais en l'adaptant à leur vrai cœur de métier, qui vont pouvoir avoir des choses intéressantes. Parce que, je sais pas si vous voyez le truc de Bent là par exemple, qui faisait en gros un peu cette même logique, il vous refaisait une émission sur des tokens CVX avec l'idée, en gros il faisait un yield agrégateur sur Convex. Bon, le truc a eu des soucis techniques apparemment, mais même en dehors de ça, à un moment donné, ah bah tiens, viens, on fait Bent sur Convex où tu déposes tes tokens Convex, nous on te prend une petite part sur le token Bent et on te donne du Bent en plus. Ok, très bien. Et si ça marche alors? Ben, moi, je fais Bent B, où tu déposes tes tokens Bent, et moi, je te donne du Bent B, et voilà. Et Bent B, ça marche, ben, il y a un couillon après qui vient et qui fait Bent C, et qui... Et ainsi. Et vous voyez bien où ça nous mène, ce truc-là. Donc, à un moment donné, il faut que ça apporte... ce niveau de mutualisation apporte quelque chose. On en revient un peu à la même logique que les home forks. Si c'est juste pour foutre des CVX et des CRV ensemble dans le même contrat et reconnaître le dépôt par un token qui rebase de l'autre côté, bon, ouais, pourquoi pas, mais tu vois, ça va pas bien loin. C'est quoi ce thread, Tim? C'est... Ouh. The Great DeFi Accumulation. Ah d'accord, bon, un article, j'irai peut-être voir après. C'est vrai que oui, après, la Yifi, ils ont annoncé leur switch vers une tokenomics VE aussi, et apparemment les gens ils sont assez enthousiastes. Mais je pense que les gens ils sont juste enthousiastes que le token Yifi sert enfin à quelque chose après 1 an et demi d'existence, quoi. C'est aussi simple que ça. Vous l'auriez annoncé un X-Sushi ou n'importe quoi, ils auraient pris, hein. C'est à peu près ça pour moi. Donc voilà, moi je vais pas trop tarder, je pense. Si vous avez des petites questions, des trucs un peu même un peu plus FAQ si vous voulez, je sais pas trop ça, mais partagez. Bon voilà, je me réserve le droit de ne pas répondre. On va le dire comme ça, mais allez-y. Et je regarde s'il y a des choses que j'ai laissé passer. DeFi Kingdom. C'est quoi ce truc-là? Le nom, ça m'intrigue. Allez, on va voir si on trouve. Non, j'ai rien summon du tout pour l'instant. C'est quoi? Gemon, a game, tax, liquidity property, market of rare, utility driven. Putain, ils ont tous les mots-clés là. C'est bon. Ape. Insta Ape. Non, je rigole bien sûr. Ouh. Ah, on est sur Harmony quoi. Putain, ils ont Nolan. Non, mais ils ont Nolan quoi. C'est bon là. Shut up and take my money. Bon, je veux juste voir à quoi ça ressemble leur jeu concrètement. Là. Oui, bon, allez. Ah, damn. Montre-moi juste la carte, c'est bon. Bon, au moins ils ont fait un onboarding. Ça change de la plupart des jeux blockchain. Mais il faut leur parler maintenant de l'onboarding interactif et que les gens ils ont pas envie de lire 40 fucking textbox avant de pouvoir voir à quoi ton jeu ressemble. Wow. C'est vrai. Attendez, je vais vous mute ça parce que j'ai réalisé que elles sont en tout. Hop, alors Harmony. C'est quoi ce chain ID dégueulasse? Ah putain, en plus ils ont un RPC par shard. Ouais, c'est sûr. Ouais, bon, d'accord. C'est bon. J'ai ma dose. Je regarderai ça tranquillement après, mais...
Tu vois, là, je pense que tu as quand même une bonne leçon là-dessus. Putain, mais... l'onboarding, quoi. On est vraiment à la ramasse là-dessus, quoi. C'est un truc de fou. Moi, j'ai hâte d'un... Je sais pas, pensez à un jeu comme... un jeu qui m'a surpris là-dessus récemment, par exemple, c'est Hades. Ok, aucun rapport avec la diff ou quoi que ce soit. Mais pensez à la difficulté dans Hades et comment le jeu vous initie progressivement à ces mécanismes et vous introduit progressivement la difficulté, mais dans une logique où vous contrôlez cette difficulté et ça devient un challenge pour vous. C'est-à-dire, c'est pas vous subissez la difficulté, c'est vous qui devenez un peu prétentieux et coquille et vous dites ah ok ouais je peux faire ce niveau avec telle pénalité, telle pénalité, telle pénalité et comme ça sera la classe quoi. C'est pareil ça je veux dire en termes de juste la réflexion sur voilà ils ont une vraie réflexion de gameplay par rapport à communiquer les mécanismes de jeu. Et nous on rentre dans des mécanismes de jeu qui vont être potentiellement assez complexes avec des tokenomics et tout ça derrière. Donc si en plus on fait pas cet effort-là, ça va donner des choses assez dures, quoi. Enfin, je sais pas, essayez d'aller jouer à Comes, hein. Moi j'adore Comes. Mais vous arrivez, voilà, c'est un peu comme là, c'est un peu dégueulasse, tu comprends rien à ce qui se passe, tu prends 15 textbox dans la gueule, puis après tu as un petit vaisseau avec un pixel et une planète et tu sais pas ce que tu dois faire, tu essaies de cliquer sur des trucs, il se passe rien, tu as à peine de réponse. Et généralement tu fermes la fenêtre et tu laisses tomber, quoi. Et ça, c'est un truc. Je suis brutal là, hein, qu'on soit clair, et j'adore les gars de Comes. Mais c'est juste pour. Voilà, concrètement, si on regarde le problème, c'est ça. La plupart des gens, time span 15 secondes quand ils vont checker le jeu pour la première fois. Comment on leur fait un gros câlin quand ils arrivent et on les prend gentiment par la main pour leur montrer toutes les facettes. Moi inclus, vous avez bien vu comment, là vous avez vu en live comment je me suis comporté avec ce truc-là. J'avais plein de checkbox à valider, elles m'ont cassé les couilles, j'ai cliqué next, 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 parce que je voulais juste voir comment ça fonctionnait. Au final, j'avais pas le bon wallet, la bonne chain, je sais pas quoi, j'ai essayé vite fait. Ah, il fallait faire plus de taf, ça m'a cassé la tête, j'ai pas eu envie de le faire, j'ai fermé la fenêtre, je suis passé à autre chose. Ça, c'est un feedback utilisateur, mais derrière, ça fait mal à voir pour le développeur s'il est là, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, comment on fait une expérience où le gars qui débarque un peu en touriste, il peut voir comment ça se passe concrètement, et après, on l'aide à prendre en main le jeu, quoi. Et là, je trouve qu'il y a pas mal de choses. C'était un des plus gros points à développer, quoi. C'est bien d'avoir des mécaniques de jeu cool, mais maintenant, comment tu fais comment tu communiques ces mécaniques de jeu. Et idéalement, les jeux qui font ça bien, ils le font par le storytelling. Ils communiquent le gameplay par le storytelling. C'est ça qui est génial avec Hades. C'est que c'est bien incarné dans le jeu, le gameplay, en fait. C'est de telle sorte que ça fait presque du sens, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, sans vous rentrer dans le détail du jeu, mais dans le jeu, vous avez différents dieux qui vous aident, ils vous donnent des reliques ou autres au fur et à mesure de votre aventure. Parfois, vous rentrez dans des pièces où vous avez un choix à faire entre deux dieux. Soit tu prends le truc de Zeus et tu vas pouvoir faire plus d'éclairs, soit tu prends Dionysos et les ennemis vont être bourrés ou je sais pas. Eh bah, qu'est-ce qu'on s'attend assez spontanément que le dieu qu'on choisit pas, il va s'énerver, il va nous lancer des saloperies sur la tronche. Et c'est effectivement ce qui se passe. Mais vous voyez là, en gros, vous avez conclu, vous avez inféré une logique gameplay à partir d'une narrative qui est si je prends le cadeau d'Artémis, alors Athéna, elle va être vénère contre moi, il faut que je fasse gaffe. Et effectivement, Athéna, elle aide des ennemis si vous prenez le cadeau d'Artémis, et vous vous battez aussi un peu contre Athéna du coup. Mais voilà, je trouve ce genre de mécanique-là, c'est très bien foutu. C'est vraiment ce genre de réflexion qu'on doit avoir sur nos jeux à nous aussi. Et alors attendez, si j'arrive à vous le retrouver sur Hades, il y avait un gars, je crois que ça s'appelait La fin de la difficulté. Hades, un truc comme ça. Non, on va pas le retrouver. Fuck. Je sais plus. Ah si, c'est celui-là, Game Next Door. Il est assez cool ce gars. Il fait des petites vidéos un peu sur le gameplay et tout ça, si ça vous intéresse. C'est marrant de faire une grosse parenthèse. Mais allez voir. Du coup, par rapport à toute cette réflexion que je viens de vous faire sur la difficulté, il développe ça assez bien dans cette vidéo. Donc Game Next Door, un petit youtubeur. Et toute cette réflexion de... vraiment, le haut niveau, c'est ça. Un jeu un peu old school, le joueur subit la difficulté. Bon, potentiellement, il peut choisir facile, moyen, hard et extrême, mais après, il subit la difficulté. Là, c'est plus comment on peut renverser la table, où c'est le joueur lui-même qui définit ses niveaux de difficulté en permanence. Et en fait, il a envie de pousser la difficulté le plus possible pour, dans une logique de challenge, il se défie lui-même de vouloir réussir à clear ce truc avec ces handicaps-là, quoi.
Et oui, j'ai bien poncé Hades aussi, comme vous, vous pouvez vous en douter. C'est très fun comme jeu. Euh, Ah, d'accord. Donc, Aoki nous dit qu'il y a plus de détails sur TFK, il y a des trucs intéressants. C'est vrai qu'on a été brutal, hein, c'est l'onboarding violent en live. Mais donc, bah, n'hésite pas à mettre le thread, même si tu l'as, Hotkim, par rapport à ça. C'est quoi ça? C'est le Gotchiverse? Wouhou! Allez, on va voir. On va voir le Gotchiverse. Vous avez bien le browser en live? Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Gotchiverse? Bah, en plus, je peux peut-être. Ah, mais j'ai un Gotchi sur Ethereum, moi. Est-ce qu'il peut se promener dans le Gotchiverse? Ou c'est non, c'est l'Hélène là. En plus, je dois être à la ramasse. Attendez, hop. Tellement de trucs, ça devient dur dessus. Donc, du coup, là, on est sur Ethereum ou sur Polygon? Ah, alors attendez, il faut passer sur l'autre. Connect wallet. Est-ce qu'on peut rentrer dans le Gotchiverse? Est-ce qu'il va me le trouver, mon petit Gotchi wrappé? Bon, il connecte même pas. Non, il me le trouve pas. Bon, ouais, tant pis. Je ne peux pas aller dans le Gotchiverse. Et du coup, le petit thread sur DeFi Kingdom, voyons voir ça. Ah, d'accord. Hop. Ah, bah, c'est top. Ouais, bon, c'est un peu dense du coup pour qu'on le détaille en live, mais ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien les formats un peu comme ça, disons, on partage tranquillou, on échange. Mais bon, après, je vous avoue, c'est un peu par nécessité parce que cette semaine, j'arrive encore un peu en slip avec tout ce que j'avais à faire à côté. Mais c'est peut-être pas plus mal au final. Bon, voilà, je vais vous laisser encore quelques minutes si vous avez des petites questions. Puis après, moi, je vais aller tranquillement me faire à manger, probablement. C'est le ventre qui sonne la fin des lives, comme souvent. Et il y a, ouais, au cas où vous l'aurez raté aussi, je vous ai sorti un petit article pour Together cette semaine. J'en profite tant que vous êtes là en live. Il y a plein de trucs sympas dans cet article, et notamment pour réfléchir sur l'approche cross-chain. Je trouve que c'est un des trucs vraiment qui va, qui va être signifiant. Ils sont vraiment pionniers à ce niveau-là. Alors, tiens, il y a d'autres questions. Alors, le prochain marathon. Ah, bonne question. Bonne question. J'aurais bien envie que ça soit Paraswap. Bien envie que ça soit Paraswap. Faut que je vois avec Mounir. Ça serait sympa. À voir. Mais ouais, faut que. J'ai pas encore fait le planning pour la rentrée. Je vais faire ça tranquillement. Et donc voilà, je sais pas plus que ça. Alors, quelle est ton exit stratégie pour tes 200 plus Lucha? Mais quelle orientation dans la question, là? J'espère que tu fais pas des sondages, toi. Donc, ben moi, alors, je n'ai pas forcément d'exit stratégie, tu vois. C'est-à-dire, euh, les Lucha vont produire du yield par eux-mêmes, tu vas pouvoir jouer avec ou autre. Moi, j'ai peut-être plus une vision, donc bon, il y en a que je donne ou autre. Mais à terme, j'aimerais bien, par exemple, que, disons, la partie de l'armada qui va pas forcément servir, parce que je vais pas avoir le temps d'opérer 200 luchas dans l'arène, vous vous en doutez bien, que je sais pas, il y en ait 100 ou 150 qui soient disponibles à l'emprunt, pour que des gens qui n'ont pas de lucha puissent commencer en juste louant un lucha, ils se castaignent dans l'arène, ils gagnent des luchas, et avec leur lucha, ils achètent un lucha, et vous avez l'idée. J'aime bien ce schéma-là. Donc en gros, des prêts un peu à taux d'amis, pour que ça soit ça soit sympa. Et bien sûr, avec ce système-là, du coup, tu gardes quand même le yield de base de ton Lucha. Donc, en fait, il y a une manière de compenser, si tu veux, ton exposition avec le token Lucha. Il y a plein de dynamiques intéressantes qui vont rentrer en jeu. Pour Gearbox, on en a parlé. Je là en début de live, ouais, on a fait une petite 10-15 minutes assez rapide, mais on a voilà, un petit peu le temps. Avec Gotchi, bah, ça a l'air de bien marcher pour eux. Après, moi, voilà, j'ai un Gotchi, mais j'ai pas suivi plus que ça, donc je peux pas tellement t'en dire plus. Et après, c'est intéressant. Donc, les questions sur Pull Together.
Non, mais Pull Together, je trouve l'app vraiment pertinente. La logique En fait, j'aime beaucoup le fait d'utiliser de la DeFi pour essayer de faire un truc un peu plus concret que ça. Voilà, de vraiment s'attaquer à un enjeu réel, quoi. Et après, il y a plein de choses aussi au niveau technique qui sont quand même assez cool. Ce qu'ils font avec l'aléatoire vérifiable ou des choses comme ça, et le cross-chain. Donc je pense qu'il y a une bonne approche. A priori, généralement, les bonnes approches, ça mène quelque part à terme. Et PTA USDC sur Curve, nous demande le link à Dorles. En soi, pourquoi pas. Euh, il faut claim quand même pour le yield, c'est ça le problème par rapport à USDC. À USDC, son yield, grosso modo, il est reflété, enfin, il est en temps réel, quoi, il est dans les balances. De l'autre côté, tu as une action à faire pour claim le yield. Probablement qu'il faudra en fait que tu aies du wrap PTA USDC qui auto-claim tes gains pour toi. Mais du coup, tu perds un peu la logique de Pull Together, tu vois. Mais c'est à voir, hein. Après, voilà, c'est réaction à chaud de tête. Alors, Chakana02, tu penses quoi d'un live d'initiation à l'analyse on-chain? Ben, figure-toi que ouais, je crois que j'ai déjà fait un peu des petites sessions par-ci par-là, des trucs comme ça. On a un peu tourné autour de ce pot-là, disons. Mais c'est vrai que ça, c'est probablement un bon sujet pour prendre ouais, une bonne demi-heure, une heure au moins, et après avoir un truc un peu plus ouvert. Good Ghosting, je connais pas celui-là. Ça donne quoi? Hmm. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Moi, c'est bien qu'il y ait d'autres. Ah, ils ont intégré les NFT aussi, d'accord. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok, ça a l'air assez intéressant comme itération. Pourquoi pas. Et alors, allez, on va finir avec, avec Paraswap, parce que c'est ça aussi, oui. J'ai pas pris les questions sur Paraswap exprès avant, parce que je veux pas non plus que les live token breeze, ça devienne un SAV Paraswap. Ça reste des live token breeze, hein. Mais voilà, tant qu'à faire, on peut parler aussi un peu de Paraswap. Donc il y a eu bon, le vote sur la proposal framework, ça pourquoi pas. A priori, ça passe et c'est pas trop controversé. Maintenant, il y a un vote d'ampleur qui est en cours et, en effet, ça a l'air assez serré, dis donc. Probablement le vote le plus serré qu'on ait eu jusqu'à présent. Il y a toujours un léger soutien, mais qui est plutôt tendu. Alors, en effet, ce n'est pas une décision évidente à prendre pour les stakers, puisque c'est une réduction du budget de leur récompense pour le staking, mais c'est vraiment dans une logique de pérennisation du système sur le long terme, et surtout d'équilibrage de la liquidité, enfin d'équilibrage des incentives pour avoir une liquidité plus facile à soutenir. Donc en soi, c'est même dans l'intérêt des gens qui veulent farmer et potentiellement après se séparer de leur PSP, c'est eux aussi dans leur meilleur intérêt. Mais c'est vraiment en fait une question de réussir à faire comprendre à tout le monde les enjeux long terme et la nécessité de tout ça. Donc c'est un grand test pour la DAO en effet. J'ai fait mon possible pour essayer de communiquer sur l'importance de cette discussion et de ce qui se fait là. Après, c'est pas un drame, on rebondira si ça passe pas. Je serai déçu, ça c'est sûr, je vous le cache pas. Mais voilà, j'accepte que là j'ai mis la DAO, elle a un mois et demi, quoi. Elle a déjà fait énormément de choses, c'est beaucoup structuré. Tout ne peut pas être tout rose non plus. Mais je suis quand même assez confiant que ça puisse passer encore, tu vois. Je m'inquiète pas trop, je m'attendais à la controverse. Maintenant, voilà, c'est intéressant. On a comment dire. N'hésitez pas à aller voir qui vote, hein. La plupart votent avec des ENS, d'autres pas forcément. Parfois, vous pouvez vous faire une idée. En l'occurrence, là, faut se rendre compte que le vote, il a l'air serré parce qu'il vient d'avoir un vote de 1 million par Enro qui a voté contre. Ouais, ça ne me surprend pas, disons, des votes qu'on a vus précédemment. Mais voilà, il faut savoir naviguer un peu tout ça.
et voir comment ça fonctionne concrètement, quoi. Mais moi, je trouve qu'en termes d'expérience de gouvernance, c'est très instructif, en tout cas. Il y a d'autres trucs qui arrivent côté Paraswap aussi, d'autres décisions qui vont venir. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le Gov Forum et ce qui se passe ailleurs. Et pour cette proposal-là, si vous ne savez pas où comment vous positionnez, quoi en penser, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui se passe, allez voir le Gov Forum. Non seulement vous allez y trouver la proposal, vous allez aussi y trouver un récap de 5 minutes en audio français proposé par moi-même et différentes analyses, modélisations faites par Nolan et après le commentaire, la discussion de la communauté. Donc après, pas mal de choses pour que vous fassiez votre propre opinion. Et ouais, vous décidez idéalement en connaissance de cause pour ce que vous estimez être le meilleur. Et when Paraswap Wars, ça, on y arrive tranquillement. Mais donc, ouais, il y a pas mal de choses qui vont arriver côté Paraswap aussi. Nous, on ne pas en décembre. Donc voilà, accrochez-vous bien. Et moi, côté live, comme je vous le disais sur Twitter, je prends une petite pause live token price. Donc je vais vous retrouver en janvier, probablement, mi-janvier, quelque chose comme ça. Et entre-temps, amusez-vous bien en DeFi. Prenez le temps pour vous aussi. Et puis oui, de toute façon, on se retrouve dans les ondes, j'ai envie de dire, sur le Discord DeFi France. Oui, j'irai faire un tour sur le Discord, j'imagine, tu m'as envoyé des trucs. Je regarde ça après le live. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Si, oui, allez, parce que c'est entre nous. Vous êtes là jusqu'au bout. Donc, le cadeau de Noël du giveaway du serveur Luchadores va être vraiment très très sympa. Donc, soyez là pour l'occasion. Si vous avez un Lucha et que vous n'êtes pas encore vérifié, ça serait vraiment con de rater votre chance à ce tirage-là, qui est probablement un des giveaways les plus sympas que vous aurez jamais vu. On va le dire comme ça. Voilà, passez de bonnes fêtes. À bientôt.